Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission, ce soir en partenariat avec Soprasteria. On va parler d'une thématique extrêmement importante et surtout intéressante qui est celle de l'énergie, finance, santé. À chaque secteur, ces cyberproblèmes, l'enjeu d'une approche sectorielle de la cybersécurité. Avec nous ce soir, pas 4 intervenants, mais 5 et qui vont pouvoir débattre et échanger entre eux pour répondre à cette question. Je vais leur laisser la main pour pouvoir se présenter et je vais commencer par Fabien. Bonjour, tout d'abord merci de me recevoir. Fabien Lecoq, en fait je dirige toutes les activités cybersécurité sur le domaine de la prévention, protection et réaction, allant jusqu'aux crises cyber, donc on est bien dans le thème. Carlos. Donc Carlos Martin, moi j'ai en charge de la cybersécurité pour le groupe de la Banque Postale. Henri. Henri, merci de l'invitation. Donc moi je suis le RSSI de GRDF, distributeur de gaz. Arnaud. Arnaud Martin, je suis le directeur des risques opérationnels de la Caisse des dépôts. Alors pourquoi je suis là Parce que précédemment j'étais directeur de la cybersécurité du groupe Caisse des dépôts et encore avant sur le secteur des telcos puisque j'étais directeur de la cyber du groupe Orange. Merci. Laurent. Bonsoir à tous. Laurent Gibelli, je suis directeur technique et sécurité de l'assurance maladie. J'ai à la fois en charge l'ingénierie des infrastructures et la cybersécurité qui est un bon sujet à l'assurance maladie. Eh bien, bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes contents d'être là ce soir pour parler de cette thématique? Oui, veille des JO et tout ça, Effectivement. Le débat est assez intéressant. Eh ben, merci Fabien parce que tu me donnes justement l'occasion de rebondir sur ma première question. Aujourd'hui, effectivement, avec les JO qui approchent, on en parle beaucoup. Déjà, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans vos secteurs respectifs, puisque vous représentez tous plus ou moins des secteurs différents, quel est l'état de la menace? Et puis surtout, est-ce que les activités actuelles, que ce soit les événements qui approchent comme les JO ou le contexte international, vient impacter cette menace? Fabien. Alors, en fait, je laisserai mes collègues échanger. Oui, le secteur de la menace, on voit qu'il est grandissant, mais on voit aussi que du domaine en fait, de la défense, vous direz ce que vous en pensez, en fait, on s'organise et on se structure. Point d'attention, ce que je vois aussi, c'est qu'on a deux phénomènes en ce moment qui sont assez importants. Le phénomène événementiel au niveau des JO, mais aussi on ne peut pas éviter le phénomène en fait, géopolitique avec les élections et les informations qui sont données. Le point que je vois sur l'état de la menace, c'est qu'on focus très rapidement sur les aspects ransomware, blocage, extorsion d'informations qui font le titre des informations. Il y a d'autres types de menaces qu'on voit peut-être un peu moins et qui sont tout aussi importantes auxquelles on doit faire face. Et il y a un nouveau phénomène aussi qu'on voit arriver, c'est l'IA générative, sans utiliser le schéma de buzzword. Ça complexifie, mais ça apporte aussi des états de réponse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors le domaine de la santé est très ciblé au quotidien. C'est un domaine qui intéresse beaucoup les pirates puisqu'il y a des données de santé et des données personnelles qui sont très monétisables sur les dark web. Au sein de l'assurance maladie, c'est un enjeu qu'on a pris en compte il y a déjà plusieurs mois parce qu'il y a les JO, mais aussi d'autres événements. C'est pour ça qu'on a appelé ça aussi les grands événements parce qu'il y a des élections européennes qui vont arriver et puis il y a la commémoration du débarquement qui sont aussi des événements qui attisent l'attrait des pirates pour aller chercher ces données importantes. Alors l'assurance maladie joue en plus un rôle important pendant cette période-là, les JO, c'est 24 000 athlètes qui vont venir à Paris, et on va jouer un rôle un petit peu important avec eux, où on va les accompagner. Et il y aura aussi avec la PHP un hôpital de campagne qui va être monté, où on attend à peu près 700 consultations par jour. Donc dans ce contexte, le dispositif du système d'information va fonctionner de façon absolue. Et on se prépare à se défendre, parce que c'est un moment où on sait que les pirates vont agir certainement. Ouais, peut-être pour compléter ce que disaient les collègues, moi je vois trois types de sujets qui s'ajoutent malheureusement. Il y a le fonds de commerce. Alors sur le domaine bancaire, on a beaucoup de fraudes qui sont d'origine cyber. Donc ça, on va dire, c'est business as usual entre guillemets. Ça continue. Ensuite, on a un certain nombre de sujets. Alors ça dépend de son niveau d'interconnexion qu'on peut avoir avec la sphère publique. Côté Caisse des dépôts, on a pas mal de sites chez nous qui se finissent en .gouv.fr. Donc quand il y a des grosses
grosses attaques sur le réseau interne de l'État. Donc voilà, les grosses attaques d'Ethos qu'il y a eu, il y a quelques effets de bord chez nous. Donc c'est vrai qu'à chaque prise de position de l'État français, du gouvernement français, on est toujours vigilant par rapport à ce type de réaction qu'il peut y avoir. Et enfin, on a la chance d'être partenaire des JO. Donc voilà, on fait 1 + 1 + 1. Donc en ce moment, voilà, on a un peu de boulot et on se dit que l'été va être chaud. Ah il va être chaud, oui. Carlos. Non, mais pour aller dans ce sens-là, effectivement, d'abord, si on vient un petit peu en arrière, on avait déjà un niveau de menace assez élevé. Donc, globalement, Fabien parlait tout à l'heure des ransomware, mais on a quand même vu des impacts très forts, notamment dans les hôpitaux et ainsi de suite, où on a un impact pratiquement sociétal qui se cache derrière. Mais on commence à voir les prémices, et entre autres, comme on est dans cet écosystème de l'établissement public, si j'ose dire, on commence à voir une montée progressive de cette menace-là qui apparaît avec un certain nombre d'éléments qui sont détectés, et avec une particularité qui est aussi importante, qui est liée à cet écosystème politique, c'est que les entreprises se protègent bien contre la menace standard. Par contre, contre une menace étatique, c'est un petit peu plus compliqué. Et d'ailleurs, on n'est pas organisé pour vraiment se protéger contre une menace étatique, proprement dit. Et on peut avoir ce phénomène apparaître durant cette période-là, clairement. C'est sûr que face aux menaces étatiques, il y a une dissymétrie de moyens qui est complète. Et pour les entreprises, c'est très complexe. Et les soubresauts géopolitiques, on les voit, je pense qu'on les voit tous. Et l'actualité le prouve. Il y a des attaques qui sont liées aux positions, qui sont liées aux soubresauts géopolitiques, mais aussi tout ce qui est événementiel. Et ça fait un certain nombre d'années que la menace globale, on dit qu'elle monte. En fait, le nombre d'attaques monte. Est-ce que la menace, à quel point elle monte, ou est-ce qu'elle se réorchestre, redispose en fonction des événements? Non, mais globalement, on s'aperçoit qu'il y a quand même... moi, j'ai commencé en cyber il y a 35 ans, à peu près. Donc, au début, lorsqu'on a créé l'ANSSI, globalement. Donc, et ça n'a rien à voir avec la situation qu'on avait à cette époque et la situation qu'on a aujourd'hui en termes de menaces, qui passe aussi par le fait qu'on a de plus en plus de services digitaux qui sont exposés directement sur Internet. Et le monde Internet, c'est une véritable menace. Ceci dit, les JO, il ne faut pas quand même les voir comme une menace. Ça reste un événement sportif majeur pour la France. Et il faut qu'on profite de ça, quoi, quelque part. Et je pense il n'y a pas de raison que les Français ne réussissent pas. Exactement. Mais on aime bien aller en France, c'est pour ça. Et il faut qu'on garde ça. Et puis, je pense qu'on a une expertise cyber en France qui est de bonne qualité, clairement, et qu'on a tous les moyens pour se défendre sur ce qui va nous arriver. On a un certain nombre de menaces, mais on a aussi des vrais moyens de défense. Ouais, Henri en parlait, tout ça. On voit sur l'énergie, la partie Ukraine-Russie et les batailles qu'il y a eu. Mais Laurent en parlait sur l'attaque en fait Black Basta, là, sur la partie healthcare en fait, aux États-Unis. On voit les schémas d'impact. On voit 22 millions de paiements, un tiers, on parle d'un tiers en fait de diffusion d'informations, et se retrouver en fait face aux médias, ou en tout cas l'information qui est prise, on ne sait pas comment ce sera utilisé. Moi, je pense, tu vois, Carlos, c'est qu'on a une accélération depuis 4 ans sur en fait l'impact sur les organisations et entreprises. Et comme le dit Henri, et ça a été bien dit par Arnaud, en fait, on est en train de s'organiser parce que ça devient en fait un risque crucial pour les entités et les organisations, mais là où en fait chacun se battait un peu de son côté, on est en train de partager un certain nombre d'informations pour mieux se protéger en anticipation ou en réaction ou en réponse pour durcir. Et donc, je suis assez positif, comme tu dis, où on a les moyens de résilience, mais il y a quand même un niveau de risque systémique assez important. Et puis, même pour aller dans ton sens, Fabien, moi, je pense que la prise de conscience des dirigeants d'entreprise aujourd'hui, elle est très élevée du point de vue de la cyber. Dans le monde des banques, il y a des vrais financements qui sont dédiés à ça, quoi. Ce qui n'était pas le cas, si je prends, il y a 15 ans, quoi, entre guillemets. Donc, tous ces moyens-là, ils ont donné quand même des résultats aujourd'hui. Et la résilience globale en matière de cyber des entreprises, en tout cas dans le monde bancaire que je connais bien, le retail aussi, parce que je fais un petit tour du côté de Carrefour aussi,
il y a une vraie résilience, quoi, avec des vraies organisations qui sont en charge de ces aspects-là. Et sur l'énergie, c'est la même chose. On a une vraie montée en puissance depuis quelques années, une vraie prise en compte du sujet par les organes de direction, qui aujourd'hui, c'est un sujet de direction. C'est un sujet qui est suivi et qui est compris par nos dirigeants dans le secteur de l'énergie et qui mettent les moyens, en effet. Et ce qui nous facilite aussi un peu le travail. Hein. Quand on a des moyens, on peut plus facilement travailler que quand on est sur un système où on est constamment à devoir quémander. Mais en fait, ce qui nous manque réellement, c'est des experts dans ce domaine. Voilà. En fait, ils ne sont pas suffisamment sur le marché et quelque part, on a un peu de difficulté à trouver la bonne expertise. Ouais, en fait, je pense que l'essentiel, c'est de se préparer, de toujours être dans un mouvement d'amélioration continue. Parce qu'on voit que les pirates en face sont organisés. Il y a même des multinationales qui sont avec une hiérarchie dans le groupe de pirates. Et ils commencent à avoir des moyens assez importants, voire quand c'est peut-être même étatique, c'est encore plus important. Le gouvernement français nous aide beaucoup là-dedans aussi, hein, avec l'ANSSI. Il y a la notion de cercle, on va en reparler ensuite, peut-être un peu plus tard. Mais effectivement, il faut que ça soit une mobilisation générale qui est proportionnée aussi par rapport aux enjeux des attaquants, quoi. Alors, pour revenir un peu sur le sujet des JO, c'est un événement qui approche. Est-ce que tous les secteurs sont logés à la même enseigne, ou est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus en alerte que d'autres? Je peux te donner une vision sur le panorama en fait, d'éléments de menace. On va retrouver en fait les éléments de structure. On voit, j'ai les chiffres, hein, on est à peu près sur 17% sur le secteur financier, 8% en fait sur l'élément de santé. On a l'élément du transport, l'énergie en fait, et un peu moins, mais l'impact est extrêmement fort. Moi, ce que je vois, c'est que bien sûr, on va avoir en fait sur l'épreuve même des JO, sur les éléments, mais tout ce qui va toucher en fait le domaine en fait du transport, le domaine en fait des paiements, le domaine en fait, Laurent en a parlé en fait d'assurer là-dessus. On va se retrouver face à une mise sous tension de tous les services qui on va avoir en fait un impact critique autour des JO là-dessus. On voit servir les repas, on voit en fait s'il y a des pannes d'énergie, l'impact va être fort. Donc le message, c'est que peut-être d'autres domaines, par exemple domaine de la chimie ou domaine de la pharmacie ou tout ça, risque d'être moins touché comme ça a pu être touché en fait à l'époque du Covid où les groupes d'attaquants s'étaient orientés sur un autre schéma. Donc en fait cette sectorisation, ce multisecteur, nous, on le voit tracer. Pareil pour attaquer en fait des services publics. Chacun a un peu sa langue et son approche d'écosystème. Et ça demande aussi aux groupes d'attaquants d'être une capacité de spécialisation et d'orientation avec des buts stratégiques, d'espionnage, de déstabilisation ou d'éléments en fait d'impact financier ou de faire aussi, on l'oublie, hein, la partie activisme. En ce moment, c'est quelque chose qui était plutôt oublié, mais qui peut revenir là-dessus. Et on a même des phénomènes de concurrence potentielle. C'est-à-dire qu'on a des groupes d'attaquants qui ont tout intérêt à ce que les JO se déroulent pour profiter justement de la manne, pour attaquer, je sais pas, faire de la fraude aux faux billets ou ce genre de choses. Et il y en a au contraire qui vont plutôt avoir intérêt à essayer de perturber le fonctionnement. Donc on va... Convergent. On a plein de types d'attaquants, on a une hiérarchisation peut-être de certains secteurs, mais il ne faut pas oublier aussi non plus les attaques opportunistes. Ouais, il va y avoir quand même une focalisation peut-être un petit peu plus que d'habitude sur la France. Les attaques opportunistes, elles peuvent toucher tout le monde. Il ne faut pas les oublier. On verra ce schéma de secteur et d'approche. Après, chaque attaquant, la plupart du temps, ils ne font pas ça pour se faire plaisir. Ils font ça avec une vraie finalité. Pour vendre. Il y en a qui vont vouloir faire du gain financier. Il y a plein de cas l'objectif premier, c'est faire du gain financier. Il y en a d'autres qui veulent avoir de la déstabilisation d'une entreprise parce qu'il y a un concurrent, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment des finalités et on va trouver ces axes-là qui apparaissent dans les différentes, propagations qu'on voit en matière d'attaque, de manière générale.
Après, il y a aussi un phénomène un petit peu plus technique derrière, parce que pour faire une attaque, il faut quand même exploiter souvent des failles techniques derrière. Et quand il y a des failles qui apparaissent et qui sont plus ou moins connues avec le temps d'adaptation qu'ont besoin les entreprises, parce que dans des gros systèmes, on n'arrive pas quand même, en claquant des doigts, à corriger le truc dans la seconde qui suit. Je suis clair, ça prend un certain temps et on a toujours un laps de temps pendant lequel on a une faiblesse qui peut être exploitée à l'instant donné. Donc, ce qu'on constate aussi, c'est des fois les pirates réutilisent les attaques d'autres pirates. Ils se complètent finalement, et ils arrivent à finalement atteindre plusieurs secteurs. Et je me souviens d'un cas qui a été démantelé par TracFin, qui mettait en œuvre aussi bien des données de santé que des données financières, que des données personnelles. Voilà, donc les pirates se complètent et finalement ils sont même en concurrence. Oui, ils sont même en concurrence. Parce que les pirates se protègent eux-mêmes des autres pirates. Parce que s'ils ont une manière d'attaquer qui est très fiable et qui leur permet d'atteindre leur finalité, par exemple faire de l'argent, ils ne veulent pas la partager avec les autres. Donc, quelque part, ils vont se protéger des autres. En concurrence, où ils arrivent à développer, mais Arnaud connaît ça aussi, à les aspects affiliates, c'est-à-dire je crée un marketplace et j'ai une capacité à faire. Ils se revendent des services. Pour faire... Vas-y. Oui, peut-être pour essayer de conclure un petit peu sur cette partie-là, on va parler d'approche sectorielle, et puis après on se dit, voilà, il y a les grands événements, il y a les prises de position, etc. Ce qu'on voit, c'est que le secteur, c'est juste la vitrine que peut offrir un grand événement, que ce soit les JO, que ce soit la Coupe du Monde du rugby, ou alors que ce soit une vitrine, entre guillemets, prise de position, réaction par rapport à une prise de position politique. Donc là-dessus, on est vraiment sur de l'opportunisme et on n'a pas vraiment quelque chose qui va attaquer le secteur bancaire ou le secteur telco, etc. C'est est-ce qu'on se montre et est-ce qu'on montre qu'on réussit quelque chose. Et là, l'approche sectorielle, c'est en fait l'événement et tout ce qui est connecté. Alors, du coup, pour revenir un petit peu sur les différents secteurs, avec un focus sur la santé, forcément, on ne peut pas ne pas parler de la dernière attaque qu'il y a eu aux États-Unis, puisque c'est l'attaque dans le secteur de la santé le plus gros qu'il y a pu y avoir. Donc, ça a touché United Healthcare. Donc, le groupe russe Black Hat a subtilisé les données de santé d'un tiers des Américains en ciblant le groupe américain United Healthcare. Dans cette attaque-là, finalement, c'était une négligence. C'est la question du multifacteur. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on aurait pu l'éviter, ou est-ce que le secteur de la santé aujourd'hui est particulièrement ciblé et peut-être particulièrement n'a pas les mêmes financements que d'autres? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans ce cas-là, vous avez parlé de l'approche multifacteur. Je pense que c'est un minimum maintenant aujourd'hui d'avoir un double facteur sur tous les systèmes où on peut s'identifier. Néanmoins, c'est pas la seule solution. Je pense qu'il faut multiplier les protections. Aujourd'hui, si on prend les réglementations comme Nice, il y a bien sûr le double facteur, mais il y a aussi le cloisonnement, le filtrage, le chiffrage. À l'assurance maladie, on pseudonymise la donnée, on la pseudonymise jusqu'à 4 fois. C'est chiffré, il y a des couloirs, il est très difficile d'atteindre la donnée. Et je pense que le point d'entrée, effectivement, la double authentification est essentiel. C'est un absolu maintenant, il faut le prendre comme par défaut. Mais il y a d'autres mesures à mettre en œuvre qui sont très importantes tout autant. Je résume aussi, parce que là, on parle de Black Hat. En fait, les attributions, c'est un peu ce qu'on voit dans les éléments de médias. Par rapport au contenu, c'est quand même très difficile, en fait, les attributions, et notamment ce groupe. Il y en a qui parlent, en fait, de Black Basta. Le point qu'on voit, si on rentre, en fait, dans les détails, en fait, sur le domaine de la santé, clairement, en fait, c'est visé. On a aussi un plus connu qui est APT41, qui est, en fait, en tout cas... vu comme affilié sur l'aspect État chinois, qui ne va pas être en fait la diffusion de l'information, mais plutôt de récupérer ces informations pour prendre de l'avance là-dessus. Donc moi, ce que je pense en fait sur les éléments, il y a tout ce qu'a dit en fait Laurent sur le domaine en fait du secteur de la santé, mais il faut savoir aussi qu'ils font des erreurs, ces groupes d'attaquants. Et donc, ils sont attaqués en fait des grosses organisations. C'est pas aussi simple que ça. Carlos en a parlé. Il suffit pas de rentrer sur un système pour tout avoir. Il va falloir en fait faire des mouvements latéraux, des déplacements, obtenir les éléments d'objectif. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parlait de sectorisation, là où il y a peut-être eu un manque, c'est plutôt en fait se renseigner sur les groupes d'attaquants qui touchent en fait un secteur,
caractériser leur méthode d'attaque et après, en fait, anticiper et se dire, en fait, ça peut m'arriver. Et ça peut m'arriver, ou quand je regarde, c'est en train de m'arriver, ou post-mortem, je diffuse cette information. Sauf que, et on le voit bien avec la partie news, et puis si on regarde un peu ce qui s'est passé aux États-Unis, en fait, les positions où ils doivent argumenter après, personne ne veut communiquer et structurer. Donc on peut voir peut-être un schéma de négligence, en effet, mais ça a été dit par Arnaud, en fait, il y a une surface digitale qui augmente tellement, des écosystèmes qui travaillent, qu'à un moment, il y aura les failles. Il y aura les failles. Et il y aura les failles. Il faut savoir, en fait, comment gérer cette menace, se la partager au bon niveau et mettre en place les mécanismes de protection. Et après, il y aura les failles, enfin, tu parles des failles techniques, bien évidemment, et il y a aussi les failles humaines, parce que là, voilà, si la cause racine était un manque d'authentification renforcée, je pense que ça viendrait à l'idée de personne d'avoir un compte en banque et de pouvoir faire des virements sans renforcer son authentification, et pourtant, il y a des fraudes, parce que voilà, il y a des arnaques via de l'ingénierie sociale qui fonctionnent très bien, et qui font, voilà, qui aboutissent à une mise en confiance en croyance, enfin, en se faisant passer pour son conseiller bancaire, etc. Et finalement, voilà, la crédulité, entre guillemets, ou en tout cas la mise en confiance fait qu'au-delà des failles techniques, il y a aussi les failles humaines et que ça fonctionne aussi sur ce mode-là. Il y a peut-être une autre dimension aussi dans ce cadre-là, c'est qu'en fait, on parle d'entreprise, mais là, on est dans l'entreprise étendue, c'est-à-dire l'entreprise et l'ensemble de ses fournisseurs, prestataires, et ainsi de suite. La plupart des grandes entreprises, on le disait un petit peu tout à l'heure, elles ont mis des moyens pour protéger mais les aspects qui sont directement sous leur contrôle. Et par contre, lorsqu'on travaille avec un prestataire informatique, par exemple, ce prestataire informatique, il a aussi des accès, et souvent des accès qu'on appelle à haut privilège, c'est-à-dire avec des droits sur les systèmes d'information qui peuvent être conséquents. Et donc, la difficulté, c'est cette entreprise étendue, c'est-à-dire l'entreprise elle-même et tous les prestataires et partenaires qui tournent autour, faire en sorte qu'on ait quelque chose d'homogène. Et je ne suis pas sûr que c'était le cas ici. Et puis, on parle prestataires, mais les prestataires sont connectés à tous les clients. C'est exactement. Mais c'est des formidables plateformes de rebond. Et en plus, un prestataire qui est compromis, et à partir du moment où il est compromis, la majorité des actes qu'il va faire sur la cible finale sont des actes légitimes, ce qui renforce encore plus la difficulté de contrer l'attaque. Alors justement, faisons un focus sur les prestataires, puisqu'on en parle. Alors, les nouvelles réglementations qui arrivent prennent en compte justement la supply chain et ses prestataires. Effectivement, Carlos, tu as tout à fait raison. Sur United Healthcare, ce qui a posé problème, ça a été les prestataires, donc les différents hôpitaux, les cabinets médicaux. Comment on fait aujourd'hui une analyse de risque de ces prestataires? Et en plus, la question s'est posée à distance, puisque Laurent pose, faites-vous des audits de sécurité de vos fournisseurs critiques et sur quelle base? Donc, on peut par exemple en parler. Alors, je sais pas, moi je prends le domaine bancaire, en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on a des réglementations assez fortes dans ce domaine-là et on doit contrôler les prestataires qu'on appelle des PCI, donc des prestataires d'importance critique, entre guillemets, et dans lesquels on a tout un tas d'obligations, y compris des audits d'ailleurs, de telle manière à pouvoir suivre l'activité et in fine, c'est une manière aussi de propager cette culture sécurité dans l'écosystème, et quelque part. Puisque cette obligation que nous font les régulateurs à notre niveau, nous, on va la propager sur l'ensemble de l'écosystème, obligatoirement. Et ça pousse à avoir cet aspect un petit peu homogène. Après, on a les gros systèmes qui, eux, sont bien établis et qui souvent correspondent à des activités métiers très fortes, ou le corps de métier de l'entreprise. Mais une entreprise, elle fait de l'innovation, elle fait plein de choses à côté, dans lesquelles on va travailler peut-être avec des structures beaucoup plus petites. Mais on peut avoir aussi des points d'entrée. Donc c'est ça la difficulté de cet écosystème global. Je mettrais quand même un petit bémol, parce qu'on a l'impression que le secteur bancaire, c'est le rêve qu'on est régulé et qu'on a la capacité d'auditer les différents fournisseurs, les différents partenaires. En fait, la législation nous impose de le faire sur la partie essentielle, comme tu le disais, donc la partie PS2E. La législation actuelle, elle est en évolution et globalement, ça représente quand même entre
5 et maximum 10% de nos fournisseurs, parce qu'autrement, on n'a pas les moyens, on n'a pas la capacité non plus à aller auditer la totalité, les 100% des fournisseurs. Et ça fait partie des sujets, justement, du moment, qui sont de dire, finalement, est-ce que c'est pas plus simple de rentrer dans un système bancaire par un petit prestataire qui n'est pas sous le radar du client final et qui potentiellement va permettre d'avoir une attaque par rebond derrière qui va se déverser de manière assez naturelle. D'où l'intérêt, Arnaud, je te passe la main, mais c'est quand même, en fait, on le voit, où nous tous, là, on est des gros acteurs cyber, en fait, sur le sujet, de pouvoir, au-delà, en fait, bien sûr, l'audit, conformité, on a vu le poids de la réglementation à tous les niveaux, mais comment, en fait, on aide toutes les structures à se partager de l'information sur la menace et les aider à protéger l'écosystème sans trop en divulguer et se retrouver dans une situation délicate. Laurent, tu voulais... Je pense que l'audit des prestataires est essentiel. Il faut savoir avec qui on travaille. Après, ce n'est pas le seul aspect. Je pense que d'abord, il faut les refaire régulièrement, ces audits-là, parce que ce n'est pas parce qu'il a été bon à un moment qu'il est bon tout le temps. Et après, moi, je suis convaincu qu'il faut restreindre les accès avec une approche qu'on peut appeler zéro trust, mais je dirais plutôt confiance réduite ou confiance réduite à l'essentiel, de façon à ce que le prestataire qui rentre, il ait accès uniquement à ce dont il a besoin. Parce qu'effectivement, très souvent, on connecte un prestataire et on lui laisse beaucoup de choses, et ensuite on s'appuie sur des audits. Donc je pense qu'il y a aussi une technique qu'on peut mettre en place qui permet de ne pas ouvrir toutes les portes. On le faisait avec des firewalls, ça avait ses limites. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technos qui permettent d'amener le prestataire jusqu'à son dernier point et restreindre les accès à l'essentiel. Moi, je voudrais juste ajouter 2 choses par rapport à la réglementation. Yasmine, tu as évoqué le fait que de plus en plus, là, et notamment NIS 2 va fortement insister là-dessus, il y a quand même des éléments dans les réglementations actuelles qui, en fait, nous obligent à transférer notre risque, pas notre risque, mais nos obligations juridiques en obligations contractuelles vis-à-vis de nos prestataires. Et c'est là où on a aussi globalement une responsabilité, c'est que je pense que pour un certain nombre d'entreprises, ce contrôle alors ce transfert n'a pas forcément été fait dans les contrats, et ce contrôle des transferts n'est pas nécessairement fait. Et le deuxième point que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a des prestataires, on aura toujours un facteur d'échelle qui rendra compliqué l'audit. Si on parle des providers de cloud, ou des grosses sociétés internationales. Impossible. C'est assez compliqué d'avoir. Après, ils ont plein de mécanismes et ils peuvent prouver par tout un tas d'éléments qu'ils ont un niveau de sécurité d'un certain niveau. Mais on ne peut pas les contrôler. Tu fais bien de souligner ça parce que moi, je suis actuellement en train de mettre la banque en conformité à une directive européenne qui s'appelle DORA, qui tourne autour de ce qui est résilience des entreprises. Pour ceux qui travaillent dans le domaine, ils doivent savoir à peu près quoi. Et il y a effectivement, on a ces obligations au niveau de l'entreprise de s'occuper de tous ces prestataires critiques et importants, avec des obligations bien précises. Mais le superviseur commence parce que se retrouver avec un gros provider du cloud, même si on est une banque, il n'y a pas forcément un rapport équilibré. Voilà, je cherchais le terme, mais c'est vraiment ça. Et le régulateur d'Andorra va superviser les gros prestataires. Alors on ne sait pas comment encore. Petit complément, c'est ça. Il faut juste être factuel dans les textes. C'est marqué le régulateur se réserve le droit d'aller voir un certain nombre de fournisseurs globaux, nonobstant le fait que chaque banque doit aussi aller contrôler ces mêmes fournisseurs. Et après, l'autre question, comme tu le disais, alors il y a des réunions, alors soit côté BCE, soit côté ACPR sur le sujet. Et forcément, tout le monde pose la question comment est-ce que vous allez faire? Pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup d'éléments de réponse. Mais en tout cas, ça fait partie des possibilités qui existent dans les textes, donc c'est déjà un point positif. Mais moi, ce que j'ai vu un petit peu, quand on regarde un petit peu en arrière, un peu de toute cette évolution de la cyber, que ça ne s'appelait pas cyber d'ailleurs au départ, ça change avec les maths, c'est qu'en fait, on a des petits phénomènes comme ça qui apparaissent, parce que c'est des vrais problèmes, parce que nous, on a des obligations contractuelles et réglementaires derrière, et in fine, on se retrouve quelque part face à un mur de temps en temps. Il y a des cas, c'est quand même ça, il faut qu'on se le dise. Et là, quand le régulateur franchit dans un texte cette volonté, comme tu dis, on verra bien qu'est-ce que ça va devenir concrètement, mais il y a une volonté d'aller superviser directement ces gros prestataires, pour éviter
que justement, alors là, on parle dans le cadre DORA, donc c'est plutôt les autorités bancaires qui sont à l'œuvre, mais c'est justement pour changer un petit peu, je dirais, l'équilibre de la relation. Si je regarde, en fait, on a le schéma de contrôle et tout ça, mais face à un niveau de menace Vincent Trouvel a parlé en fait d'attaque systémique en fait sur un secteur et tout ça. En effet, il faut l'avoir. Mais à l'heure actuelle, il faut que ça passe une autre étape. Nous, on le voit en fait tous les clients et les gouvernements qu'on voit en France et en Europe. L'état de menace et la rapidité d'exécution et l'impact que ça peut avoir, qu'on en avait parlé à Henri, il est absolument nécessaire de se confronter face à une approche de cyber-résilience. Donc, cyber-résilience, c'est partager l'information pour anticiper la menace au mieux qu'on peut. Il y a bien quelqu'un qui a été attaqué quelque part, il y a un schéma de secteur. Pouvoir en fait mettre en place les mesures de protection face à cette contextualisation de menaces et pouvoir en fait réagir. Et là, les contrôles et tout ça ne sont strictement... Ils réduisent le risque, mais face en fait au schéma d'acteurs déterminés, à péter avec des moyens financiers, gros moyens financiers type mafia ou liés à des États, il est absolument nécessaire de passer, et la France est en train de passer une étape. On est totalement d'accord, hein, le risque zéro, d'abord, il n'a pas existé, et il n'existe pas. Et quels que soient les moyens qu'on mette en face, quelqu'un peut trouver le trou, le petit trou de souris là, par lequel il va passer, et ça aura des conséquences. Mais justement, si la cyber-résilience, elle nous fait passer aussi... Enfin, moi, j'ai connu, à l'époque, on faisait de la continuité d'activité. C'est-à-dire, j'avais un data center principal, j'avais mon backup. Si celui-là, il ne fonctionnait pas, l'autre, il prenait le relais. En gros, moi, je fais de la duplication, en gros. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, et ce qui est en train de se préparer, c'est plus de faire de la duplication, c'est de reconstruire. Et reconstruire un data center, c'est là où on fera le cloud, toutes les équipes pilotées par la cyber. Voilà. Et c'est vraiment une nouvelle dimension qui apparaît d'ailleurs dans toutes les réglementations, que ce soit sur la NIST 2 ou DORA. Ce qu'on nous demande et ce qui se cache derrière ce terme cyber-résilience, c'est de dire, vous ramassez un ransomware, si vous faites de la copie sur votre backup, de toute façon, à la fin, vous êtes attaqué de deux côtés et ça ne fonctionnera pas. Par contre, si vous avez la capacité de dire, j'ai des données saines quelque part et je sais reconstruire mon système d'information dans un délai qui permet à l'entreprise de ne pas se souffrir, ou l'organisation, ou l'organisation, quelle qu'elle soit, c'est ça l'orientation qu'il y a derrière. Mais c'est symptomatique parce que tu parles de cyber-résilience. Dans Dora, il n'y a pas le C de cyber. On parle plus de cybersécurité, on parle de résilience opérationnelle. Et c'est le seul endroit où, en fait, on a une déclinaison vraiment totalement différente par rapport à la partie NIS 2. On a une norme spécifique qui va quand même beaucoup plus loin que NIS 2. Sur les textes d'avant, on était sur une déclinaison sectorielle d'un certain nombre de choses. Si on regarde la première LPM 2013, on avait une déclinaison sectorielle avec globalement l'ordre d'une vingtaine de règles, mais certaines ne s'appliquaient pas à tel secteur, étaient mises à jour, etc. Mais globalement, c'était à peu près la même déclinaison globale. Pareil, quand on parle côté ANSSI, on a des coordinateurs sectoriels, mais on n'a pas une vision totalement cloisonnée sur ces sujets-là. Là, on a un vrai sujet qui est de dire, il y a NIS 2 pour la totalité de l'écosystème, et il y a la grande sœur de NIS 2, DORA, qui s'applique au niveau des banques avec... et on le voit en fait, sur le domaine de l'énergie, sur le domaine de la santé, en fait, qu'est-ce que font les États ? Ils n'ont pas le choix. Ils montent le niveau des réglementations pour obliger. Après, le point, c'est qu'est-ce que ça coûte. C'est exactement ça. Justement, NIS 2, en fait, devient, d'ailleurs, ça commence à être dit par l'ANSSI, mais quasiment le socle de toutes les réglementations en termes de cyber. Et après, on aura les legs spécialistes comme DORA, ou comme sur l'électricité, on a le code de réseau cybersécurité pour l'électricité au niveau européen, on aura un code de réseau cyber pour le gaz, et côté aérien, c'est étonnant qu'ils n'en aient pas aussi. On commence à empiler en fait des réglementations au-dessus d'une réglementation de base qui risque demain d'être NIS 2 finalement, et qui va couvrir la majorité des réglementations sectorielles. Par exemple, c'était ma question, parce que NIS 2, c'est le secteur essentiel. DORA, ça va être la banque et l'assurance. Et donc, est-ce qu'il faudrait qu'on ait une réglementation par secteur ? Non, mais c'est même plus fin que ça, je pense. Par exemple, dans les moyens de paiement, c'est une activité bancaire à la base, où on a des réglementations spécifiques aux moyens de paiement.
Par exemple, lorsque vous allez rentrer votre authentification forte dont on parlait tout à l'heure, que toutes les banques ont mis en place, est mise en place parce qu'il y a une réglementation fiscale derrière. Moi, ça s'appelle DSP2, mais... Moi, je pense que sur le schéma, ça va peut-être aller à contre-courant. Je pense qu'à un moment, on va vers un peu trop de réglementation. C'était ma question. Donc, Est-ce que le trop de réglementation ne tue pas la et le réglementation? point sur le schéma de menace, on a démarré en fait sur les groupes d'attaquants, sur les motivations, espionnage, déstabilisation sur les élections là-dessus. Je pense qu'il faut revenir en fait aussi à un appétit cyber, c'est-à-dire la cyber, elle est là pour aider à réduire un risque. On est d'accord que sur le 21e siècle, on est plutôt sur le siècle du digital qu'on ne peut pas arrêter, et des nouveaux risques qui sont en fait les risques cyber. Moi, les points qui me gênent, c'est on va passer plus de temps sur une mise en conformité que en fait, travailler en fait, sur les processus critiques d'entreprise ou d'organisation et comment se partager l'information, parce que quand nous, on observe en fait, les groupes d'attaquants, et on travaille avec Microsoft, Google, mais on travaille aussi avec des partenaires en fait, souverains. Il y a de très bons éditeurs français. On voit qu'on a une manne d'informations où on peut s'organiser et structurer pour réduire en fait, le risque cyber. Le problème, c'est qu'on va se retrouver avec 5 millions, 10 millions d'informations à traiter. Qu'est-ce qu'on partage? Comment on fait un focus? Ça, c'est le vrai challenge, je pense, qu'on a en ce moment. Alors là, moi, il y a un truc, ce que tu soulignes là, c'est même fondamental, parce que ça va même, de mon point de vue, changer les métiers, en fait. Parce que faire de la mise en conformité, c'est pas gérer un risque cyber. Hein. Et très clairement, les CISO ou les RSSI, peu importe le terme qu'on leur donne, historiquement, ils gèrent du risque. Hein. Et on a toujours... et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'apparaissent de nouvelles personnes en responsabilité. Eux, leur objectif, c'est d'être en conformité avec la réglementation A, B, C ou D. Et c'est pas du tout la même chose. C'est pas parce qu'on est conforme qu'on n'a pas de risque. On est résilient. Alors, à distance, j'ai une discussion qui s'est faite entre quelques internautes sur le secteur de la santé. Donc, une première personne, Jean-François, qui raconte son expérience. Donc, il s'avère que Jean-François a été hospitalisé. Donc, j'espère que rien de grave. Il était hospitalisé, il avait son ordinateur, accès au Wi-Fi, il a pu tout voir. Donc apparemment les imprimantes, les serveurs, il a pu se balader. Il a montré d'ailleurs ça au médecin avant de partir. Merci Jean-François. Et Steven qui pose la question, aujourd'hui en Red Team, les hôpitaux sont bien souvent un terrain de jeu bien trop simple. Des préoccupations simples, sauver des vies, donc pas simple d'intégrer la sécurité sans altérer du tout la simplicité d'usage. Comment on fait effectivement dans le secteur de la santé où on a cette question de la vie humaine et de l'usage? Mais justement, je pense qu'on parlait de Nice et de Nice 2. Il ne faut peut-être pas voir ça que mise en conformité. Il faut voir l'essence même de la réglementation. C'est d'aligner à minima les principes de sécurité de base. C'est-à-dire que là, dans notre exemple, en fait, voilà, ça veut dire qu'il y a un établissement qui n'a pas respecté au moins les principes de base de Nice. Donc, à défaut d'être en conformité, il faut au moins avoir cette première essence même de pouvoir commencer. Et c'est là où Nice et Nice 2 est très intéressant parce que justement, ça a permis de rehausser au niveau de l'État, peut-être déjà sur Nice, des entreprises qui n'étaient pas du tout, qui n'avaient pas pris conscience en fait de ces principes-là. Les hôpitaux, certains n'ont pas conscience. Et justement, Nice a permis de remettre un minimum nécessaire. Et avec Nice 2, on va passer dans une étape supplémentaire, puisque Nice, c'était vraiment sur les systèmes essentiels. Nice 2, ça touche toute l'entreprise. Donc ces règles-là, il faut les appliquer sur toute l'entreprise. D'accord. Et donc, il ne faut peut-être pas le voir sous forme de conformité, mais le voir sur les apports que ça peut faire. Les petites structures. Et on le voit, vous aviez parlé de l'écosystème. Et on y rebondira. On le voit, en fait. Là, on est tous des gros acteurs. Et même nous, on intervient peut-être sur la protection en fait, des grands groupes. On se protège nous-mêmes. Mais ce qu'on appelle les plus petites structures, on peut parler des aéroports, sur les éléments de géo, en fait, il y a une digitalisation dans le secteur, par exemple, de la santé, mais je pense que dans l'énergie, si on allait voir dans les usines des sous-traitants et tout ça, puisqu'on a fait quelques gestions de crise un peu tendues là-dessus, ça a été dit par Carlos. En fait, pour élever le niveau de sécurité de l'écosystème, c'est un effort monumental. Et il va falloir utiliser en fait les ruptures, les barrières en fait, les ruptures technologiques, mais il va falloir aussi que les grands de chaque secteur aident l'écosystème à monter. Et à un moment,
on va arriver sur cette notion de confiance. On sera prêt à prendre un service, une activité, là où on a confiance, parce que comme tu l'as dit, il y a des impacts sur la vie humaine. Je te laisse... Pour revenir sur... je ne suis pas un spécialiste du secteur de la santé, mais sauf erreur de ma part, Nice 1 ne couvre pas tous les centres hospitaliers de France et de Navarre. Non, mais c'est là où c'est intéressant avec Nice 2. C'est là où Nice 2, beaucoup plus d'établissements. Ça touche beaucoup plus. Et juste pour rebondir par rapport au système, je suis tout à fait d'accord qu'on on a un sujet, je ne vais pas dire un problème, mais un sujet avec l'écosystème. On est quand même fortement tous interdépendants de notre écosystème. Et finalement, est-ce que après le sujet résilience, cyber-résilience, qu'on va tous avoir à traiter, est-ce que le prochain sujet qui va venir, c'est pas la résilience de notre écosystème du secteur, et avec notamment les PME, les ETI. C'est déjà là. C'est dans déjà le là. cadre Dora, tu as tout un pilier qui est sur la gestion des tiers, avec cette résilience bout en bout sur cette partie-là. Et même en termes de tests techniques, d'audits techniques, tu as une demande d'avoir des audits techniques bout en bout, y compris avec tes fournisseurs. Donc tu ne vas pas juste auditer ton fournisseur, tu vas faire un test global potentiellement sur toute la chaîne. Peut-être avancé que beaucoup d'autres. Et peut-être attention, là on est sur les réglementations. Quand on Non, voit non, sur mais le terrain, c'est pas comme ça que ça va se décliner, on est d'accord. Un élément de terrain, juste pour vous donner un exemple dans le domaine, parce que si une banque fait défaut, vous savez, c'est le phénomène des dominos. Toutes les autres, elles auront des difficultés et bien sûr les autorités bancaires doivent intervenir. Et dans le domaine de la cyber au niveau bancaire et au niveau de la France, on organise des gestions de crise. C'est 2 jours et à la Banque Postale, c'est 150 personnes qui sont impliquées pendant 2 jours, avec un scénario qui monte en flèche et qui finit sur pas des aspects techniques contraints, c'est des aspects métiers. Est-ce que vous allez avoir de la liquidité dans les bureaux de poste, par exemple? On l'a vu, on l'a fait sur le GIFEN. C'est vraiment des choses de type interbancaire impossible, c'est comment est-ce que vous le faites, mais vous êtes dans l'impossibilité de reconstruire. Donc gérer des chambres de compensation au sein de vos établissements pour être en capacité de créditer les comptes quand même par rapport à cette partie-là. Une crise, alors je vais utiliser le vocable de l'ANSSI, une crise d'origine cyber est avant tout une crise métier. Oui. Au final, ce qui est intéressant, il y a une barrière à comprendre ce qui se passe et ce qui met en place. On en a tous subi et géré. Et on voit que ce que vous avez dit, c'est la prise de décision. Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que j'isole un hôpital? Est-ce que en fait, je coupe le bras je coupe une région? Et comment on se partage? Parce que tout le monde a l'impression qu'une crise cyber, ça arrive aujourd'hui et c'est 2-3 jours. Non, en fait, la vraie vie, c'est 3 mois. Et la reconstruction, c'est 6 mois, en fait. Voire 2 ans pour des établissements de santé. Mais là, je reviens sur le schéma du secteur. Je pense qu'en fait, en France, il y a une dynamique qui s'organise pour structurer et s'organiser autour de la menace cyber. On voit, il y a des normes, en fait, Mitre, on en voit d'autres sur Oasis, où on pense qu'il y a un schéma d'attaquants ou un groupe d'attaquants et qu'on doit faire au cas par cas. Mais sur les groupes d'attaquants, on parlait les groupes APT, on en a cité, et ainsi de suite, c'est très dur pour eux de changer les méthodes, on les a vus. Et ils ont l'accès initial, parce que c'est pas le tout d'accéder en fait au système avec une double, parce qu'il y a il n'y a pas eu de double authentification. Après, il faut en fait rentrer dans le système, passer toutes les barrières. C'est pas aussi simple que ça. Et ils sont obligés en fait de mettre en place des techniques et des approches sur le système d'information et sur l'environnement qui nous permet de les caractériser et de voir à quel stade de l'attaque et donc le stade de crise qu'on peut avoir. Et ce que je trouve en France, qui est assez fort, qui a été poussé par les schémas du campus et tout ça, et on l'a vu, nous, en tant que fournisseurs et avec les clients et l'écosystème, on se retrouve à vouloir partager en fait l'information. C'est pour ça que l'ANSSI a poussé les CERT, et il y a les capacités de détection et la résilience avec la reconstruction. Et je trouve que c'est une voie qu'on porte en Europe, et l'approche poussée par la France sur le partage de la menace, c'est quelque chose qui, avec l'expertise qu'il y a et l'écoute, c'est vraiment quelque chose qui monte et qui est reconnu au niveau européen ou au niveau mondial. Et peut-être pour aller dans ton sens, parce qu'on parle souvent d'attaque, mais en fait, les attaquants, pas
Parce que le système d'information d'une grande entreprise, c'est compliqué. Même pour nous, ça reste compliqué. Ouais, on m'a dit qu'il est bien compliqué aussi. Donc un attaquant, il ne va pas du jour au lendemain comme ça avoir la science infuse et connaître tout le détail pour pouvoir se promener et trouver ce qui l'intéresse au sein. Donc en fait, il va se passer beaucoup de temps dont son seul objectif, c'est de comprendre comment l'entreprise est organisée et surtout qu'on ne le détecte pas. Hein, c'est ça son objectif. On voit alors que c'est à la fin de l'attaque. Et en fait, ce qu'on voit, c'est la fin. Lorsqu'il décide, maintenant que je suis prêt, que j'ai tout ce qui va bien, j'ai extrait les données, ou que je me suis aperçu qu'on m'a détecté sous un sein, là j'appuie, entre guillemets. Et c'est là où ça s'enclenche réellement. Mais souvent, c'est tout ce travail-là de monitorer quelque part ou de surveiller ces systèmes d'information pour essayer de détecter ces situations-là. Et c'est pas toujours chacun garder ses techniques d'un côté ou de l'autre. Voilà. Fabien, tu parlais justement des CERT. Donc c'était une de mes questions. Comment fonctionne CERT dans vos secteurs respectifs? Alors, au sein de la sécurité sociale, on a inventé le CERT social. Comme son nom l'indique, c'est pour la sécurité sociale. Donc, on a fondé ce CERT à partir de 5 organismes de sécurité sociale, la CNAF, la CNAV, la MSA, l'assurance maladie et l'URSSAF, Caisse nationale. Et en fait, le principe, c'est ce qu'on dit jusqu'à présent. Ce qui est important, c'est de se réunir, de s'allier pour être plus en maîtrise par rapport à cet écosystème qui est de plus en plus large et qui voilà. Donc le CERT a plusieurs fonctions, notamment une, c'est d'anticiper et de faire de la veille, de connaître nos assaillants un peu avant même que ça puisse se produire. Donc ça, c'est pas évident, mais bon, après il y a des sociétés spécialisées, et notamment quelques sociétés françaises qui font ça très très bien. Et donc le principe, c'est de ne pas refaire plusieurs fois le même travail, mais de partager notre expérience et d'en faire profiter au sein des autres équipes. Après, c'est un CERT sectoriel, mais il ne faut pas qu'il reste seul. Ce qui est important, c'est de pouvoir travailler avec d'autres CERT en confiance, parce que c'est aussi ça le jeu. On travaille beaucoup avec le CERT santé de l'ANS, on travaille avec le CERT de l'ANSSI, le CERT FR, et là, on est en train de faire une démarche justement pour se rapprocher de l'InterCERT, de façon à ce qu'il y ait cette communication et cette information qui puisse circuler. Après, les missions du CERT, c'est effectivement dans l'anticipation, dans la prévention, mais c'est aussi dans la détection. Ce qui est intéressant, c'est de monter un partage d'informations quand il y en a un qui est attaqué ou qui a une suspicion d'attaque, qui partage aussi avec les autres, toujours dans un espace de confiance, de façon à ce que les autres puissent anticiper et détecter peut-être même quelque chose qui a pu se produire. Et enfin, le troisième pan, on en a parlé, c'est aussi se préparer à la réaction. C'est-à-dire faire des exercices, se former, et puis être capable de gérer l'inimaginable, l'incertitude. Et c'est aussi ça l'intérêt des exercices. Moi, je dis que les exercices de PCA et de crise cyber ne doivent jamais bien se terminer. On ne peut pas se dire on a fait un exercice, c'est bien. Il faut justement pousser toujours plus loin dans l'exercice et aller chercher les zones d'inconfort de façon à savoir ce qu'on ferait si vraiment ça nous arrive. Voilà. Et un CERT, c'est aussi ça, c'est une alliance, une mutualisation des efforts, de façon à être plus efficace, parce qu'en face de nous, on a des attaquants qui sont encore de plus en plus efficaces aussi. Donc il faut avoir, en temps de guerre, il faut être capable de s'allier, et en temps de paix, il faut être capable de se préparer. Alors, ce qui est intéressant, et parce que quand on avait préparé aussi, j'ai vu qu'il fallait peut-être tuer une idée qui est reçue. Alors nous, ça nous paraît tellement évident en tant qu'experts cyber et domaine, c'est qu'on a l'impression que c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations. On prend un CERT bancaire ou sur le domaine de système industriel ou des choses comme ça, c'est de l'information et qui est venue en fait de la défense américaine avec la méthode aussi en fait méthode française sur le renseignement et des choses comme ça. On a en fait, si on regarde, beaucoup d'informations, 3 millions, 5 millions, 10 millions, je crois que nous on a 7 millions d'informations collectées et on se dit c'est bien, tout le monde se partage l'information dans un lac de données et comme ça on sait tout ce qui se passe. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, puisque tout le monde est prêt à consommer l'information, mais personne ne veut dire qu'il est attaqué et comment il est attaqué là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que cette information qui doit être divulguée, Laurent l'a bien expliqué, c'est par cercle. Je pense qu'on reviendra sur les cercles bancaires ou sur les systèmes industriels. Et c'est là où le nœud le bas blesse, c'est on se partage l'information
qu'au niveau d'entités reconnues auxquelles on se fait confiance. Et si une diffuse de l'information, elle est exclue. Et avec des informations de niveau France, vues que par des Français, ou des informations sectorielles, avec des informations qui soit sont d'une vision stratégique, qui nous attaquent, comment ils projettent, tactique, par quelle manière, ou très technique, on a trouvé l'IP, le malware, ou des choses comme ça. Et il faut vraiment, je pense qu'on l'explique bien, où il y a, avant, chacun gardait l'information, mais il n'y a pas une banque de données pilotée par l'ANSSI et tout ça où on se partage tout. On est sur ces cercles d'informations, c'est cercle 1, cercle 2, cercle 3, et s'échanger ces informations. Si on a 50 000 informations, un petit fichier Excel, ça ne suffit pas. Mais en fait, et il faut réagir à ça. Mais en fait, il y a un mot très important, hein, c'est la confiance. C'est simple. Ces cercles s'établissent, c'est des cercles de confiance. Et on va se partager une information qui est critique sur le moment. Et on doit être sûr que c'est une bonne information. Parce que si jamais on reçoit de la fausse information, parce qu'il y a aussi des mécanismes comme ça qui s'opèrent, mais c'est aussi la vraie vie, quelque part. Et donc, il faut qu'on ait cette confiance de dire ça, c'est de la bonne information. Et moi, je vais pouvoir l'utiliser, soit pour me préparer en avance à ce qui est arrivé à mes collègues à côté, soit à aller vérifier si je suis sensible ou pas, parce qu'une entreprise en l'autre, les environnements peuvent être totalement différents. Et la sensibilité aussi. Donc ces phénomènes, et certes ça sert à ça, hein, et l'intercert que nous on utilise beaucoup, entre guillemets, ça sert à ça sert à transmettre de l'information de manière naturelle par des canaux de confiance. Et après, plus la famille est grande, moins on partage. Voilà. Parce que tu n'as pas confiance forcément en tout le monde. Donc tu parlais de l'intercert FR. Oui, il y a pas mal d'échanges, mais il y a beaucoup de monde dans l'intercert FR. Quand tu veux échanger par rapport au CERT bancaire, là, l'information, elle est beaucoup plus fluide et tu sais qu'elle est vraiment bien gérée. Et ce qui est même paradoxal, c'est quand on se retrouve à gérer, tu parlais des grands exercices de crise organisés par le groupe de place Robustesse. Il y a pas mal, on voit que nos CERT travaillent très bien ensemble parce que de temps en temps, l'information, elle est tellement fluide à ce niveau-là qu'ils vont 10 fois plus vite qu'au-dessus lorsqu'on centralise l'info. Et paradoxalement, pour avoir bossé dans les telcos, le CERT Orange n'a jamais partagé autant d'informations avec les autres que quand Orange Bank a été créé, parce que justement on est rentré dans le monde bancaire. Sinon le CERT Ethno, au niveau européen, entre les différents fournisseurs, fournisseurs de réseau, il n'y a pas énormément de partage d'informations. Et le temps est un facteur clé de succès. Au plus on est rapide à réagir, et en plus on limitera les dégâts. Et c'est important d'avoir cet échange très très rapide. C'est une vraie problématique dans les secteurs concurrentiels. C'est vrai que dans le secteur bancaire, vous êtes le bon exemple d'un secteur concurrentiel, mais qui partage. En tout cas, vous avez la réputation très bien partagée. Mais il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence dans la cyber, je suis d'accord. Il n'y a pas de concurrence dans la cyber, et les fraudes, si on ne partageait pas, seraient tellement élevées pour tout un chacun qu'on préfère partager. Mais tout le monde n'a pas encore intégré ça dans son mode de fonctionnement. Et cette notion de confiance, cette cercle de confiance fait que, suivant les secteurs, on ne réagit pas de la même manière. Pour l'énergie, par exemple, la majorité des gros acteurs de l'énergie sont dans l'Intercert France. Il y a des partages là-dedans. Et à côté de ça, dans le cadre du comité stratégique de filière nouveau système énergétique, il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont un groupe qui permet à leurs activités opérationnelles, je ne vais même pas parler que de CERT, parce qu'il y a aussi bien la partie SOC que CERT. Je pense qu'on ne rentrera pas dans le débat de ce que c'est qu'un CERT et un SOC. La capacité de management de détection et réponse. Et donc il y a une communauté qui beaucoup plus réduite, avec un certain nombre d'acteurs qui se connaissent, qui ont la capacité de partager, et la capacité de partager à deux niveaux, c'est-à-dire un niveau très opérationnel, avec donc les CERT, les SOC qui partagent entre eux, et un niveau plus stratégique, avec les RSSI, les directeurs cyber. Je vais donner un autre exemple qui est important, et là où la confiance est fondamentale, ce qu'on a vu dans certaines situations un peu critiques, dans le domaine bancaire autrement, non seulement on se partage l'information, mais on sait partager aussi des experts. Ponctuellement, mais on sait partager les experts. Moi, j'aimerais donner 2 chiffres. Nous, c'est le cas. Sur le chiffre, en fait, encore sur le système OT, c'est en train de monter très très fort. En gros, tout le monde a parlé du phishing.
Mais si on regarde en fait un rapport technique sur les intrusions, en fait, on a le phishing, c'est le deuxième avec 17% en fait de causes. Et en fait, en 2023, c'est 38% lié à ce qu'on appelle l'exploit, c'est-à-dire une capacité à exploiter les vulnérabilités et donc de rentrer là-dessus, sachant que ça se vend là-dessus. Donc on met fortement, et on le voit sur le phishing, c'est quand même très dur à arrêter, mais le fait d'exploiter une vulnérabilité et de réussir en fait tout un montage, c'est 100% de réussite quand c'est pas connu. Le problème, c'est qu'au moment où vous diffusez cette information, ça veut dire que vous pouvez être attaqué et ça veut dire que vous pouvez apparaître sur la place publique et donc avoir en fait des conséquences des côtés en bourse, enfin en tout cas écroulement en fait au niveau de la chute de la bourse, perte de confiance des partenaires, parce qu'il faut savoir c'est que comme tout le monde a peur, dès qu'on sent qu'un acteur quel qu'il soit est attaqué ou tout ça, la réaction c'est de couper. Et le fait de couper en fait l'entreprise, quelle qu'elle soit, il y a un ranking de solutions de sécurité qui fait qu'en fait, on devient banni au niveau d'Internet. Et on ne peut même plus avoir les mails et tout ça. Donc en fait, la conséquence de partager l'information stratégique, tactique ou en fait opérationnelle, elle est très importante puisque une fois que l'information est divulguée, il peut avoir des conséquences qui dépassent en fait la cyber. C'est pour ça que c'est un sujet ultra sensible par rapport à ça, qui est peu connu. Oui, mais non, mais c'est vrai que la réaction immédiate qu'on a aujourd'hui vis-à-vis des partenaires, le jour où il y a une attaque qui est avérée. On fait pareil sur nos clients quand ils nous disent qu'ils sont c'est pareil, compromis, on les coupe. C'est de couper pour éviter la propagation, mais le phénomène qui vient juste derrière, c'est le partage, la plupart du temps. Et c'est un partage très détaillé de la situation et solidaire avec, moi je l'ai vécu plusieurs, avec des vraies réunions très détaillées de ce qui se passe et ainsi de suite. Et ça permet d'ailleurs des fois de réouvrir. C'est ça, plus l'information fournie sera de qualité, plus tu vas vérifier. Et bénéficier de l'expertise des autres avec leur vue et donc vélocité. Il ne faut pas non plus croire qu'une cyberattaque, ça aboutit toujours à ce que l'entreprise ait des gros problèmes derrière. Moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui ont géré ces types de situations et qui sont sorties, moi j'appelle ça sortir par le haut au lieu de sortir par le bas, mais qui sont sorties beaucoup plus puissantes après ça, avec une image encore beaucoup plus renforcée globalement. Donc, une cyberattaque, c'est pas toujours des grosses conséquences. Voilà, je suis entièrement. On en connaît quelque chose, puisqu'on a arrêté 55 000 personnes et les retours qu'il y a eu. Mais quand on est dedans, on n'est pas sûr d'en sortir quand même. Bien sûr, et on l'a tous eu des attaques. Ce que je veux dire par là, de toute façon, être confronté à une cyberattaque, ça peut arriver à n'importe quelle entreprise. Maintenant, une entreprise qui est bien préparée, on a parlé des tests, des machins, etc., parce qu'il faut des vraies prises de décision, il faut savoir ce qui se passe réellement, parce que prendre des décisions sans savoir ce qui se passe réellement, c'est la pire. On peut aggraver, on peut encore aggraver la situation, mais quand on a une organisation qui est bien bâtie pour gérer ce type de situation, d'abord, on va minimiser les impacts pour l'entreprise. Et deuxièmement, la plupart du temps, on sort beaucoup plus fort derrière. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est pas une finalité. C'est pas la fin. L'approche de dire, ça y est, j'ai ma cyberattaque, tout est chiffré, je peux plus rien faire, et puis je mets les clés sous la porte, et puis c'est fini. D'où l'approche de la crainte de créer ces cercles. Il y a même des entreprises, on se souvient plus de la manière dont ils ont géré correctement la crise que la nature de la crise. Moi, j'ai toujours Norsk Hydro en tête, qui avait eu une communication de crise particulière. Et en fait, je pense que plus personne ne se souvient, en dehors de eux, peut-être, quelle est la vraie cause qui est derrière. Alors justement, là, on va regarder plutôt vers le secteur de l'énergie. Et justement, donc la Commission européenne souligne un des challenges cyber du secteur de l'énergie. Donc je vous donne la citation: certaines installations énergétiques doivent réagir si rapidement que les mesures de sécurité standards, telles que l'authentification d'une commande ou la vérification d'une signature numérique, ne peuvent tout simplement pas être introduites en raison du délai de ces mesures que ces mesures imposent. Donc la question qui se pose là, c'est l'arbitrage entre la réactivité, donc le temps, et la sécurité. Alors, en fait, dans le secteur de l'énergie, on a tendance à parler déjà d'un secteur, mais la réglementation, elle parle bien de sous-secteur, parce que cette notion de réagir rapidement, elle est
pas tout à fait la même en fonction des secteurs. C'est sûr que si on prend un incident sur le secteur du nucléaire ou un incident sur le transport électrique, potentiellement, c'est la maille européenne et l'approvisionnement électrique de toute la maille qui est en jeu. Et on parle du systémique et sur des phénomènes qui sont temps réel. Si on parle par exemple du gaz, on est sur un phénomène physique avec plus d'inertie, avec le gaz qui reste dans les tuyaux. Donc on n'est pas nécessairement tout le temps dans l'énergie sur les mêmes problématiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des risques. Voilà. Après, oui, il y a des phénomènes systémiques et d'interconnexion, de maillage entre... là, on parle de maille européenne, mais ça va même au-delà. Hein. Et donc, il y a des mesures à prendre très rapidement, mais ils ont l'habitude. En fait, le secteur de l'énergie se prépare à ça, connaît très bien ses risques et met en face, on parlait des moyens tout à l'heure de la prise de décision, il met en face les moyens associés et il s'entraîne pour. Tu es d'accord qu'en fait, on a eu, Carlos l'a dit, on est tous à avoir fait de la cyber depuis longtemps, de la bureautique jusqu'au système en fait critique. Mais ce qu'on voit, c'est que sur l'OT, donc sur le système industriel, avec des structures qui n'ont pas le droit de bouger pendant 20 ans, sinon il n'y a pas de garantie, et on le voit en fait, les impacts de blocage industriel et les impacts sur la vie que ça peut avoir. Ton domaine que tu fais, moi je le vois en observateur et en partenaire en fait cyber, c'est en train de monter très très fort parce que l'impact industriel est quand même délicat, lié avec des systèmes industriels où il faut les doubles compétences. On a plusieurs phénomènes dans le monde industriel. Déjà, on a le phénomène que le monde industriel touche au monde physique. Oui. C'est un peu la caractéristique même du monde industriel. Donc derrière, on arrive à potentiellement des défaillances qui peuvent entraîner, comme dans le domaine médical, la vie humaine, qui est quand même l'élément. Et on a des systèmes qui historiquement, je dis bien historiquement parce que c'est en train de changer pour certains systèmes, mais une durée de vie de 20, 30, 40 ans. Je pense que dans le système bancaire, Bon, tu sais, tu as des back-office qui sont... Voilà. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est une histoire que vous devez connaître. Non, mais ce que je veux dire derrière, parce qu'il est très bien cet exemple, on parle d'authentification de signature électronique. Et ça, c'est des mesures. Mais pour protéger un système industriel, c'est peut-être pas ces mesures-là qu'on va utiliser. Et il ne faut pas prendre des mesures génériques, il faut aller voir la spécificité du secteur, du métier concerné et mettre les mesures qui vont bien. Et la plupart du temps, si on prend les systèmes industriels, c'est essentiellement de la segmentation qu'on va essayer de faire derrière. En gros, on met les systèmes dans une sorte de blocos et on contrôle ce qui rentre et ce qui sort du blocos. C'est la méthode traditionnelle. La méthode traditionnelle, mais on n'est pas dans les mêmes types de mesures. Alors que ces mesures, c'est plutôt quand on a des services qui sont exposés sur Internet, qu'on veut vérifier l'identité d'une certaine manière ou la propager à travers la signature électronique, enfin des choses de ce type-là. Donc, il faut bien relativiser et bien remettre dans le contexte, la cybersécurité, il n'y a pas une mesure, il y a des mesures qui sont là pour traiter un risque. C'est ça. Voilà. Ce qui est important, c'est le traitement du risque. Exactement. Et le risque, ce n'est pas absolu. Un risque, on peut accepter, et chaque fois qu'on fait du business, on prend des risques. Et toute entreprise prend des risques. Donc la notion, c'est toi qui parlais d'appétit au risque tout à l'heure. Cette notion d'appétit au risque, elle est très très importante parce qu'elle est différente d'une entreprise à l'autre. Laurent ? Ce que je veux dire, c'est que c'est des mesures aussi qui doivent évoluer dans le temps. Parce qu'en fonction de la période et de la contextualité, ils doivent être revus. Donc c'est jamais figé, il faut toujours faire évoluer. Et il faut s'inscrire dans une boucle d'amélioration continue sans arrêt sur la cyber, parce qu'en plus, les attaquants évoluent, les systèmes évoluent, les vulnérabilités, on en a parlé tout à l'heure, il y a des mois où il y a 1000 vulnérabilités qui sont annoncées. Donc il faut pouvoir traiter le sujet de façon régulière et récurrente, de façon à avoir constamment une hygiène qui s'impose. C'est ce qui rend notre métier passionnant. On le voit sur la Caisse des dépôts, le nombre de sociétés ou d'organisations que vous avez, en vue du risque, j'imagine même pas toute la vue que tu dois avoir. C'est pour ça qu'on aime bien être... On revienne rapidement sur la question des prestataires avec deux questions, donc une qui vient du public et puis une que moi je vais rajouter pour compléter. La première, c'est de savoir, admettons,
Aujourd'hui, on a des prestataires, par exemple, qui sont fait attaquer ou qui clairement ne mettent pas en place les réglementations nécessaires pour se protéger. Est-ce qu'il existe dans certaines entreprises des blacklists de prestataires dont on sait ne sont pas fiables parce qu'ils l'ont prouvé par le passé? Qui est soumis au code des Blacklist, marchés c'est publics peut-être ici. un... Oui, voilà, c'est ça. Dans le même bancaire, on a des obligations avant d'accepter d'externaliser une prestation des critiques. Il y a tout un process d'analyse de risque et de risque que peut apprendre l'établissement en faisant ça, avec une vraie décision formelle. Et c'est ça qui fait. Mais il n'y a pas de notion de blacklist à proprement parler. Par contre, si effectivement l'entreprise elle sort avec des risques majeurs, si elle ne met pas les moyens qui vont bien et ainsi de suite, ben, on travaille, in fine, Nous, on travaillera pas avec. sur le marché, on le voit, ce qui est dit, c'est-à-dire, bon, il peut avoir l'attaque et la défaillance, et il y a une obligation de se mettre, sinon on n'est pas reconnecté. Donc ça, en général, le prestataire doit, petit ou moyen ou gros, doit le faire. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, comme l'a dit Carlos, c'est-à-dire que dans les appels d'offres, on va voir que si on n'a pas les bonnes accréditations, nous on voit, on a fait la qualification PASI pour les audits, PDIS, on est qualifié pour la détection sur les opérateurs importants vitaux, la PRIS qu'on a eu sur la gestion de crise et ce qu'on appelle en fait de large spectre sur les interventions. Il y a aussi la partie en fait ISO 27000, c'est-à-dire que si l'entreprise prestataire ne met pas en place les moyens, et tu avais parlé de transfert de risque, les moyens et une reconnaissance du bon niveau de sécurité, voire des acteurs de premier plan digitaux, d'être une capacité d'être le vrai partenaire et d'être un partenaire en fait de ces grandes organisations, ben on ne reçoit pas les appels d'offres. Donc c'est pas un blacklist, mais on ne reçoit pas les appels d'offres en tout cas. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Blacklist, ça voudrait dire mettre dans une boîte. Oui, là en fait vous avez une whitelist. Voilà. C'est pas politiquement correct. Si on se rappelle, lorsque la 5G est arrivée, la loi qui régulait globalement l'utilisation d'un certain nombre de fournisseurs d'équipements cœur de réseau en 5G. Alors tout le monde l'a surnommée loi anti-Huawei, mais elle s'appelait pas comme ça. Donc, par contre, clairement derrière, comme tu le disais, il y a un certain nombre de réglementations, alors soit de notre propre chef, soit imposées par la législation. Il n'y a pas que le domaine bancaire. Sur le domaine telco, il y en a aussi pas mal qui font que, par exemple, si on a des équipements qui peuvent faire des interceptions légales, on a le droit de les utiliser uniquement si on a une habilitation, une homologation qui s'appelle la R226. Et pour avoir la R226, il faut, il faut montrer patte blanche. Alors le but du jeu n'étant pas de protéger, de protéger les communications, etc., mais plutôt qu'un accès étatique externe vérifie quels sont les interlocuteurs qui sont sous interception légale en France, parce qu'on est très proche des domaines régaliens, le contre-terrorisme, le contre-espionnage, etc. Donc on est sur des sujets comme ça. Donc il n'y a pas de blacklist à proprement parler. Il y a des incitations fortes qui aboutissent parfois à la même chose, puisque clairement, la 5G en Huawei en métropole, c'était juste impossible. Et après, pour les prestataires dans le quotidien, c'est charge à nous aussi, dans nos appels d'offres, de mettre les bons critères de sécurité et de les vérifier. Les vérifier au moment de l'appel d'offres et de les vérifier dans le temps. Là où je pense que souvent le bas blesse, c'est que on fait l'exercice pendant l'appel d'offres, et une fois que le prestataire est là, on a plus de mal à le suivre. Après les réputations, appel d'offres public, il y a quand même quelque chose qui est important. On ne peut pas, être trop discriminant. Donc, par exemple, on ne peut pas marquer qu'on aimerait quelqu'un qui est uniquement Secnum Cloud. Là, ça ne passe pas. Alors, après, derrière, on en discute. Moi, je me souviens de ces discussions avec la DGE qui nous disait non, mais vous inquiétez pas, on va former, on va trouver des moyens détournés, etc. C'est pas si simple que ça. Ça fait 2 ans qu'ils y réfléchissent. Donc là, c'est le CIGREF qui s'est emparé du sujet en disant quelles sont les clauses dans un CTTP qu'on pourrait introduire pour favoriser. Par contre, on est dans la favorisation, on n'est pas dans l'éviction sur cette partie. Il faut que ce soit justifié. Il faut que ce soit justifié. Complètement. Une autre question, c'est certaines entreprises sont considérées comme vitaux, stratégiques pour l'État ou pour l'Europe. Et donc, au vu de leur position d'importance en termes de souveraineté au niveau de l'État ou de l'Europe, est-ce que ça va guider le choix des prestataires, cette vision souveraine ?
Moi, je veux bien répondre là, en redonnant un peu de contexte aussi. Livre blanc de la cyber 2018, il y a les différents, l'introduction des OIV. Et en fait, il y a une sous-catégorie, il y a peu de gens qui le savent, mais c'est les OIV supercritiques. Donc, un OIV supercritique, c'est il tombe, il en fait tomber plein à la fois. Donc, on pense bien évidemment à de l'énergie. Après, dans le texte, c'est spécifier l'électricité et non pas l'énergie. C'est ça, l'électricité. À cause du temps réel, de l'effet systémique, etc. Quand on en discute avec le SGDSN, qui a écrit le livre blanc, le secteur des telcos était particulièrement ciblé. Enfin, moi, je me souviens à l'époque, j'étais directeur de la cyber côté Orange, et clairement, il y avait des discussions sur qu'est-ce qu'on doit utiliser. Après, c'est compliqué dans un contexte, dans un contexte concurrentiel, parce que, in fine, toute entreprise, y compris une entreprise de telco, doit faire des bénéfices pour survivre, de lui imposer trop de contraintes. Donc, ce sont des contraintes qui sont imposées sur un certain nombre de réseaux spécifiques. Donc, par exemple, quand on fournit, on parlait tout à l'heure du RIE avec la passerelle Internet qui avait été attaquée, si on voit le RIE globalement, il y a un certain nombre d'exigences parce que ce sont des réseaux qui ont un certain nombre de niveaux d'homologation pour être en capacité d'héberger du diffusion restreinte, etc. Donc là, on est sur des déclinaisons de directives. On a d'autres sujets qui sont très spécifiques. On parlait des interceptions légales sur cette partie ou des équipements très stratégiques. Par contre, on ne peut pas le faire sur tout, parce que si on le fait sur tout, ça veut juste dire que l'entreprise elle est plus viable économiquement. Mais Arnaud, nous, ce qu'on voit en fait, c'est que Carlos en a parlé, la puissance des hyperscalers là-dessus et qui apporte. Nous, on le voit sur Soprasteria. En fait, le sujet, c'est qu'il reste plus beaucoup d'acteurs en fait cyber européens, par exemple, sur le sujet, à la taille de, tu vois, on a 2300 personnes. En fait, ça se compte sur les doigts d'une main. En fait, sont ceux qui ont des capacités en fait de ce niveau-là, et une capacité pour la France et une capacité en fait sur l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'émerge pas en fait des grands acteurs européens qui sont puissants en France ou qui sont puissants en Belgique ou en Espagne ou des choses comme ça, on n'aura pas à voir ce que tu as dit, en fait, l'élément de rapport équilibré sur le sujet. Et nous, on le voit parce que on met un rapport d'équilibre avec les grands acteurs, Google, Microsoft, Palo Alto et ainsi de suite, mais aussi on fait travailler en fait les partenaires qui sont plus petits, vu en fait les attentes cyber que vous avez, où on fait travailler en fait un écosystème et on a parlé de grandes sociétés françaises qui font des solutions logicielles. Et nous, on est dans le fonds Tikeo où on investit 2 à 40 millions là-dessus. Mais ça veut dire qu'il faut absolument en fait avoir une position où les grands donneurs d'ordre que vous êtes, qui est des acteurs en fait souverains. Ces acteurs souverains doivent être puissants en fait au niveau français et international, faire travailler un écosystème plus petit, mais aussi pouvoir mettre 10 à 30% de solutions européennes dans ces approches en fait de protection. Et si on ne fait pas ça, dans 7-8 ans, c'est une autre approche qui arrive. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je suis d'accord, mais au-delà de la volonté de développer notre écosystème, etc., aujourd'hui, la législation, on en parlait juste avant, elle ne nous permet pas, même si on le voulait, je ne rentre pas dans le débat, est-ce que moi, par exemple, je veux faire une préférence nationale ou une préférence européenne sur tous les sujets, mais on a un certain nombre de cas où on ne peut pas, réglementairement, on est obligé d'utiliser des appels d'offres ouverts ou secteur purement privé, il peut restreindre et il peut faire un peu plus de choix peut-être dans certains cas. Mais il y a plein de cas où on n'a pas le droit. Et donc, on joue avec le marché qu'on a. Après, c'est pour ça qu'on porte aussi cette responsabilité d'y être très attentif et puis de le favoriser. Mais comme tu dis, c'est pas une obligation. On est plus dans le fait de l'inciter, de le favoriser, de le suggérer. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a quand même, on voit des gros acteurs en fait européens qui tiennent en fait aussi cette puissance. Parce qu'on a tendance, comme tu l'as dit, où on râle beaucoup en France. Mais on voit qu'en fait, même par rapport en fait à l'Europe, au moment où je parcours les pays,
qu'il y a un vrai savoir-faire en fait dans le domaine cyber, et il y a un écosystème qui s'est préparé. On a parlé des CERT, tu as parlé Arnaud de l'ANSSI, du domaine militaire et les secteurs, et on voit que ça c'est quand même une force qui est aussi une force très puissante qui est en train de monter. Avec une capacité de financement d'un certain nombre de nos pépites. Enfin, tu parlais de Tikeo, voilà, on est certains autour de la table à avoir investi en fonds propres sur un certain nombre de startups françaises, et c'est vrai qu'on est en capacité de financer de la croissance de capital sur du série A, sur du série B. Donc on a cette vision globale qui permet de développer le marché, de le favoriser. Après, c'est pas de la contrainte. Et pas un souverain où on dit il faut 100% ou 80% de solutions technologiques souveraines et tout ça. 10 à 30% suffit sur l'approche européenne. Ouais, Laurent, tu voulais réagir sur... Non, mais peut-être que l'État nous aidera aussi dans cette approche-là. Je sais qu'il y a eu cette semaine une sortie d'une nouvelle version de HDS. Et de mémoire, il n'y a pas une blacklist, comme on disait, mais il y a une préférence sur certains pays qui peuvent offrir le service d'hébergeur. Donc il y a la communauté européenne, voilà, et puis je crois qu'il y a les États-Unis dedans, mais ensuite ça restreint aussi les possibilités. Donc si l'État nous aide à aller là-dedans, ça peut être... C'est tout le débat qu'il y a eu, alors je crois que c'était l'été dernier de mémoire, autour des tentatives d'amendement de certains députés sur la loi de programmation militaire, qui essaie d'introduire des lois qui nous empêcheraient de recourir à certaines entreprises détenues par des capitaux non européens. Bon, c'était un peu potentiellement une bombe nucléaire si ça passait, probablement irréaliste, en tout cas de mon analyse. Mais on voit bien qu'il y a une velléité d'essayer de privilégier une forme de souveraineté sur certains acteurs, et que la solution, légalement, j'ai l'impression qu'elle n'est pas si évidente que ça. Sur l'approche, on a tendance souvent à opposer les approches, tu as parlé hyperscaler ou solutions israéliennes, américaines ou choses, à du pur souvent. Moi, je pense qu'en fait, et on l'a vu, protéger en fait, se partager l'information par rapport à des menaces, faire les audits, regarder en fait les solutions technologiques pour mieux gérer en fait la data et tout ça. On va se retrouver, on est obligé de travailler avec un écosystème en fait multipolaire. Et donc, il faut juste, et moi je le vois en fait, qu'on a une partie en fait souveraine. Il y a 10 ans, on n'y était pas là-dessus, et elle émerge sur 10 à 30%, et une autre partie, 70%, qui est multipolaire, et à la fois dans le service et dans les solutions technologiques et à l'usage. Et je pense que c'est quelque chose que moi je suis quand même très positif par rapport à cette tendance ou des choses il y a 7-8 ans que je ne voyais pas, quoi. Écoutez, on arrive à la fin de cette émission. C'était vraiment un débat très riche et je me rends compte qu'on aurait pu même passer plus de temps. Merci beaucoup aux personnes qui étaient à distance. Je suis désolée, je n'ai pas pu lire toutes les questions. Vous étiez nombreux à poser des questions, ce qui montre aussi que le thème a suscité votre curiosité. Donc je remercie les intervenants d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je remercie le public de s'être connecté à distance et d'avoir échangé. Vous avez alimenté le chat et on en a également besoin d'avoir vos retours. Ce soir, on est en partenariat avec Soprasteria. Vous avez un livre blanc qui est mis à disposition sur la thématique. Pour ceux qui ne l'ont pas coché, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et puis je vous dis à très bientôt puisqu'on a une autre table ronde la semaine prochaine, cette fois-ci sur l'IAM. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et merci encore pour nos intervenants. Merci. Merci.